Étrange destin que celui de la philosophie arabe. Au moment où elle commence à irriguer une nouvelle pensée au sein des universités européennes, elle cesse d'être pratiquée en terre d'islam. À la fin du XIe siècle, on crée les madrasas, ou collèges religieux, pour y enseigner le Coran, le droit islamique et l'exégèse, mais pas la philosophie. Cette décision est prise par les Turcs seldjoukides, mercenaires jadis engagés par les califes abbassides pour maintenir l'ordre et qui ont fini par s'emparer eux-mêmes du pouvoir. Leur premier souci est de consolider ce pouvoir, notamment en formant un personnel spécialisé versé dans les sciences religieuses pour exercer les fonctions administratives, juridiques et celles liées au culte au sein de l'appareil d'État. L'enseignement dispensé dans les madrasas est destiné à servir cette politique. Il vise à instruire des juges, des prédicateurs, des secrétaires, non à encourager des débats sans fin. Le savoir religieux est désormais considéré comme clos, et les oulémas sont surtout appelés à apprendre et à transmettre fidèlement la tradition reçue. Certains éléments de mathématiques ou d'astronomie à vocation utilitaire pourront quand même y être enseignés. Les noms d'Al-Kindi, d'Al-Farabi ou d'Avicenne ne résonnent pas entre les murs des madrasas de Bagdad ou d'Ispahan, où par contre on entend beaucoup le nom de l'imam Al-Ghazali, qui vient de publier son célèbre ouvrage intitulé « Incohérence des philosophes ». La philosophie se repliera au XIIe siècle en Andalousie sous le règne des Almohades, la deuxième dynastie de guerriers berbères venus du Maroc pour protéger l'islam en Espagne. C'est là qu'Averroès publiera sa tout aussi célèbre réponse à l'imam Al-Ghazali, intitulée « Incohérence de l'incohérence ». Mais avec l'affaiblissement des Almohades qui s'amorce dès la fin du XIIe siècle, l'activité philosophique ne trouvera plus de soutien politique en Andalousie. Elle survivra quelque peu à Marrakech, à Fès ou au Caire, puis elle disparaîtra du paysage politique. Après la défaite de Las Nevas de Tolosa, où les Almohades perdent la bataille qu'il ne fallait pas perdre contre les chrétiens, on peut dire que la Reconquista est virtuellement achevée. Le sud de l'Europe, et notamment la péninsule ibérique, redevient chrétien. Bon, il reste le royaume de Grenade, mais les musulmans ont d'une certaine manière tout perdu. Ils ont perdu la prééminence politique et ils perdent ce qui là était assez imprévisible, du même coup, tout un pan de leur culture. Pourquoi est-ce que partout il y a cette constante, ce recul, ce retrait de la philosophie? Alors je crois qu'on peut donner deux explications. La première, c'est que le monde musulman a des universités, mais des universités religieuses. Du coup, certes, on enseigne quelques rudiments de savoir dit extérieur, c'est le nom des sciences non musulmanes, nécessaires à la théologie et aux sciences religieuses d'une manière générale. Mais c'est un savoir qui se sclérose très vite. Les musulmans avaient donné une grande leçon à l'humanité avec la Maison de la Sagesse, en faisant traduire, en traduisant quasiment tout l'héritage humain disponible à l'époque. L'Occident latin traduit des ouvrages arabes, les musulmans ne traduisent pas d'ouvrages latins. Ils restent dans une ignorance tout à fait étonnante de ce développement parallèle qui se fait quasiment à leur porte, de l'autre côté de la Méditerranée. Les musulmans, à un moment, ont eu trop de sources à leur disposition et je crois qu'ils n'ont pas eu la volonté de se renouveler parce que le pouvoir, les institutions politiques ne l'ont pas permis, qu'un certain renfermement religieux ne l'a pas permis. L'université européenne va remplir une toute autre fonction historique que la madrasa islamique. Elle naît à l'aube du XIIIe siècle en même temps que se consolident les institutions urbaines. C'est une communauté qui se régit elle-même comme une corporation de métiers, où le recteur, le doyen, le chancelier sont élus et les maîtres choisis par leurs pairs. C'est d'emblée une instance démocratique qui défend son indépendance aussi bien vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique que face au pouvoir laïque des princes. Elle bénéficiera souvent pour cela du soutien des papes, désireux d'assurer leur propre autorité au détriment de celle des évêques et des seigneurs locaux.
De plus en plus, l'université interviendra dans les débats politiques de la cité, où s'affirme l'influence croissante de la bourgeoisie. Pour préparer l'étudiant à une formation théologique de haut niveau, l'université commence par lui enseigner les 7 arts libéraux de la tradition gréco-romaine. Grammaire, logique, rhétorique, arithmétique, géométrie, astronomie et musique. Sous la pression de grands théologiens tels qu'Albert le Grand et Thomas d'Aquin, l'université s'ouvrira à la philosophie d'Aristote à travers les œuvres traduites d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroès. L'université s'organise, elle se structure autour des 2 disciplines qu'Averroès avait, au fond, fait dialoguer dans ses écrits et notamment dans son discours décisif. La philosophie, la théologie. Mais on n'est plus dans le même monde. On est dans le monde de l'université où la philosophie est subordonnée à la théologie. Elle est la servante de la théologie. On est dans un monde où, pour devenir théologien, il faut, au terme de 15 années de théologie, avoir d'abord fait 10 années d'études philosophiques. On est dans un monde de censure, on est dans un monde de condamnation, on est dans un monde où le théologien a toujours le pouvoir et prend toujours le pas sur les philosophes de métier. Alors, le fragile, mais réel et rationnel équilibre qu'avait trouvé Averroès, qui était lié à une situation politique précise, au caractère laïque de la philosophie. J'emploie ce terme avec beaucoup de prudence, mais enfin, Averroès n'est pas un professeur, il n'est pas un théologien du calame, il est un juriste, mais dans son activité de philosophe, il est avant tout un homme qui est confronté à des livres et à quelques disciples, dans un lieu neutre. Cet équilibre qui avait été trouvé grâce à un pouvoir politique qui, à un certain moment, a pu faire taire les théologiens, a pu imposer une réforme juridique et laisser parler les philosophes entre eux, ce pouvoir politique n'existe pas en Occident, latin, chrétien, où, à la place, il y a une institution de chrétienté, l'université, qui organise la contradiction sociale, religieuse, entre philosophes et théologiens. Alors c'est l'essor de l'Occident. L'Occident a eu l'idée géniale de créer un abcès de fixation. Et bien là, on a créé l'université médiévale pour intérioriser d'une certaine manière la contradiction entre le philosophique et le religieux. Et le monde occidental a pris son essor. Mais l'université aura de plus en plus de mal à contenir les contradictions qu'elle déchaîne. Rien n'est plus révélateur du caractère subversif de la philosophie arabe en terre chrétienne que les condamnations qui vont s'abattre sur saint Thomas d'Aquin lui-même. Pourtant, il s'efforce d'en tirer de quoi construire une théologie chrétienne qui mette la raison au service de la foi. Mais le maniement de l'arme philosophique risque à tout moment de se retourner contre la doctrine de l'Église. De fait, dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, les universités européennes sont ébranlées par une nouvelle littérature se réclamant explicitement des philosophes de langue arabe. Et cette littérature, notamment illustrée par les travaux de Siger de Brabant, prône une pensée chrétienne où la philosophie serait libérée de tout argument d'autorité religieux, à l'instar de la pensée musulmane d'un Averroès ou de la pensée juive d'un Maïmonide. Thomas d'Aquin sera le plus célèbre des pourfendeurs de cette pensée. En 1270 éclate le conflit des facultés entre théologiens et philosophes qualifiés d'avéroïstes. En 1277, l'Église décide de sévir contre ces derniers. L'évêque de Paris, Étienne Tempier, agissant à la demande du pape, condamne leurs idées résumées sous la forme de 219 thèses, qui seront dès lors interdites d'enseignement public et privé. Et cependant, ces idées, loin d'être réduites au silence, vont peu à peu étendre leur influence au-delà même du cadre universitaire. La conscience européenne retiendra surtout de l'apport des philosophes arabes la figure de l'intellectuel. Cette figure que pressentait déjà au IXe siècle le calife Al-Ma'amoun lorsqu'il écrivait que l'homme se place au-dessus de toutes les autres créatures par sa capacité d'agir, par sa conscience, par son discernement. Dans un univers où tout est commandé par la volonté de Dieu, les philosophes arabes accordent à l'intellectuel une place unique. Ils lui reconnaissent le pouvoir d'accéder par lui-même à la connaissance des lois de la nature en se fondant sur l'expérience de ses sens éclairés par sa raison. Dans cet esprit, les philosophes arabes ont développé une notion de causalité
qui est directement accessible à la raison et l'expérimentation humaine. Seul à posséder ce don, l'homme paraît ainsi distingué par Dieu de toutes ses autres créatures et revêtu d'une dignité, d'une noblesse éminente. Et c'est par cette notion de noblesse de l'homme que la pensée des philosophes arabes a le plus fortement marqué les esprits. D'Albert le Grand et Dante à Pic de la Mirandole, elle éclaire les parcours qui conduiront peu à peu jusqu'à l'humanisme de la Renaissance. Par une tragique ironie du sort, la postérité des philosophes arabes se poursuit en Europe, tandis qu'une immense catastrophe s'abat sur le monde de langue arabe, l'invasion mongole. Au milieu du XIIIe siècle, la Perse puis l'Irak tombent aux mains de Houlagou, fils de Gengis Khan. Bagdad est prise, mise à sac et détruite en 1258. Alep et Damas suivent. Seule l'Égypte tiendra sous le choc. La langue arabe, qui aura été pendant 4 siècles des rivages du Portugal à ceux de la Chine, la grande langue des savoirs, de la culture et du prestige, se réduit aux dimensions d'une langue régionale. Elle n'est presque plus parlée en Europe, et à l'est de l'Euphrate, elle est remplacée par le persan et le turc. Les œuvres d'Avicenne ou d'Averroès, d'Al-Biruni ou d'Ibn al-Haytham, qui ne sont déjà plus lues dans leur langue d'origine, s'insèrent dans des débats étrangers au monde arabe, des débats proprement chrétiens. Dans les grandes villes européennes, les lettrés qui s'imprègnent de ces œuvres s'appuient sur des forces sociales montantes. Les bourgeois et les artisans, dont le rôle ne cesse de croître, s'organisent pour contester les pouvoirs des seigneurs et des évêques. À Florence, au tout début du XIVe siècle, Dante est mêlé de très près aux luttes des partis bourgeois. Et c'est à la suite de la défaite de son parti qu'il est banni de sa ville en 1302. C'est en exil qu'il composera sa Divine Comédie, épopée cosmique qui est aussi un hymne à l'amour, où le savoir philosophique conduit finalement à la vérité de Dieu. On y retrouve, à 5 siècles de distance, la même foi qu'un Al-Ma'amoun, dans la capacité de l'homme à atteindre et le savoir et la sagesse. Dans le panthéon de Dante, les philosophes arabes occupent une place éminente. Ils font intégralement partie de la grande famille philosophique réunie autour d'Aristote. Mais quelques décennies après Dante, Pétrarque adopte l'attitude inverse. Il voudrait, lui, oublier au plus vite le rôle des Arabes dans l'histoire de la pensée universelle. À l'un de ses amis qui admire les Arabes, Pétrarque répond rageusement « Je hais cette race. Il en faudrait beaucoup pour me persuader que quelque chose de bon puisse venir des Arabes. Nous aurions souvent égalé et quelquefois dépassé les Grecs, autant dire toutes les nations. À l'exception de vos petits Arabes ? Ô déshonorante exception. Si l'on se souvient de la gratitude avec laquelle les philosophes musulmans à partir du IXe siècle se sont mis à l'école des Grecs, on est frappé par une telle arrogance, une telle hargne. Si Pétrarque hait les Arabes, c'est d'abord parce qu'ils portent atteinte à l'autorité du christianisme, détournant les chrétiens d'une foi exclusive.
mais c'est aussi parce que les Arabes font écran entre les peuples européens et leurs racines grecques. Pétrarque veut extirper de l'histoire européenne toute présence arabe, pour permettre à l'Italie de retrouver non seulement le Christ, mais la Grèce antique. L'Europe que Pétrarque défend est en effet à la recherche de son identité. D'une identité commune, enracinée dans le christianisme, mais aussi d'identité nationale distincte, portée par des langues telles que l'italien, le français, le castillan, l'allemand. Cette Europe s'affirme par le rejet des religions musulmanes et juives, ainsi que par l'exclusion de la culture arabe. Il y aura certes quelques grandes voix pour rappeler la dette intellectuelle que l'Occident a contractée vis-à-vis des Arabes. Pic de la Mirandole, apôtre de l'humanisme, la résume dans son discours sur la dignité de l'homme. J'ai lu dans les livres des Arabes qu'on ne peut rien voir de plus admirable dans le monde que l'homme. Mais ces voix se font de plus en plus rares. Nous sommes alors en 1486, à 6 années de la date fatidique où le royaume de Grenade, dernier foyer de civilisation arabe en Europe, tombe aux mains des rois catholiques. Alors l'Europe peut tout à la fois oublier la langue arabe et expulser les derniers Arabes de son territoire. On s'est mis à apprendre le grec, on a renoué avec l'origine grecque. À partir de là, la parenthèse arabe est devenue inutile, elle a été évacuée de la mémoire, et le latin barbare, le jargon arabo-latin d'Averroès, traduit en latin, et des avéroïstes, est devenu une espèce de verrue sur la face de l'Europe, et les grands enjeux, les grands débats du XVIe siècle sont ceux-là. En Italie, dans le nord de l'Italie, dans l'université de Padoue, dans toutes les universités, c'est va-t-on en finir enfin avec cette science-là, avec cette langue-là, avec ce latin-là, et renouer avec le beau grec de nos ancêtres et le superbe latin de l'époque cicéronienne. On connaît la réponse, c'est l'humanisme, effectivement, on en est sorti, mais en même temps, la part arabe, la part musulmane, la part médiévale et la part vivante du dialogue des cultures qui avait eu lieu au Moyen-Âge, sans... il ne faut pas non plus rêver un âge d'or, n'est-ce pas, mais il y a eu ce dialogue, eh bien, a été expulsé de l'Europe et en est sorti une bonne fois. Une romancière égyptienne imagine la vie quotidienne des Arabes dans Grenade après sa chute. J'imaginais cette communauté, ce groupe de femmes et d'hommes. J'essayais de me représenter la crise qu'ils vivaient. Et surtout leur effort, héroïque parfois, pour continuer d'être ce qu'ils étaient, pour ne pas se renier. Je me suis retrouvée en train d'écrire sur Abou Jafar, El-Warraq, le libraire, et de m'attarder sur l'autodafé qui a eu lieu à Bab el-Ramel, la porte des sables. Je me suis retrouvée également en train d'écrire sur un personnage féminin, Salima. Elle brûlait du désir d'apprendre, ce qu'elle aurait pu faire si elle avait vécu en d'autres temps ou d'autres lieux, à Damas ou au Caire par exemple. Oui, elle aurait pu apprendre, bien qu'elle fût une femme. Mais à Grenade, après la chute,
Ce n'était plus pensable. Le simple fait de posséder un livre arabe vous exposait à être traduit devant les tribunaux de l'Inquisition. Parler en arabe vous faisait courir le même risque. C'était une époque ingrate, cruelle, qui mettait Salima dans l'impossibilité de réaliser son projet, de devenir elle-même. En 1499, Cisneros donne l'alternative suivante: le baptême ou la mort. Et c'est un choix libre. Personne ne peut contester le fait que selon le droit canon, ce choix est parfaitement libre. On peut toujours choisir la mort. Il est bien évident que la majorité des futurs ex-musulmans choisiront le baptême. Mais comme on ne leur donne absolument aucun enseignement religieux, ils restent musulmans objectivement. Mais à partir du baptême, ils deviennent des hérétiques. Et par conséquent, ils tombent juridiquement dans l'ère de pouvoir de l'Inquisition. Et là commence une longue histoire qui se terminera le 22 septembre 1609, quand finalement le décret de la déportation massive de tous les morisques, c'est-à-dire des musulmans convertis à la chrétienté, seront déportés d'Espagne. 1492, date de la chute de Grenade, est aussi celle du débarquement de Christophe Colomb en Amérique. L'Europe est partie à la conquête du monde. Rien ne l'arrêtera plus. Elle possède désormais sur toutes les autres sociétés un avantage décisif. Le parti pris de douter de tout. La préparation, le tournage et le montage de cette série ont duré 2 ans. 2 ans. 2 ans que nous avons vécu dans l'intimité quotidienne d'Al-Ma'moun, d'Al-Khwarizmi, d'Avicenne, d'Averroès. Pouvions-nous sortir indemnes d'une telle traversée? Pouvions-nous congédier ces fantômes sans un pincement de cœur? Du règne d'Al-Ma'moun au début du 9e siècle jusqu'au règne de Yaqub el-Mansour à la fin du 12e, la liberté de penser aura connu dans le monde arabe un moment clé de son aventure universelle. Pourquoi cette aventure s'est-elle arrêtée un jour chez les Arabes? Pourquoi s'est-elle prolongée chez les Européens? À une question aussi globale, l'historien n'a pas de réponse simple. L'événement naît de la conjonction de facteurs multiples dont le dénouement n'était pas écrit d'avance. Après coup, on peut mettre en avant l'un de ces facteurs, mais sachant qu'à lui seul, il n'explique rien. Dans le monde parlant arabe, la liberté philosophique a été voulue, financée, protégée par les princes. Elle répondait à un besoin, au besoin qu'ils avaient de comprendre le monde, pour bien gouverner un empire qui englobait de multiples ethnies, qui embrassait des cultures raffinées. Lorsque les divisions dynastiques et les revers militaires aidant, les princes ont cessé de nourrir cette ambition, les philosophes n'ont plus trouvé de soutien dans la société. En Europe, par contre, lorsque la liberté de penser a été confrontée à la formidable pression des inquisiteurs, elle a su s'affranchir de la tutelle des évêques et des seigneurs. Elle a quitté les palais de la noblesse parce qu'elle a trouvé dans la rue des forces sociales nouvelles qui allaient la soutenir et la porter en avant. Dans les grandes villes d'Europe, l'expérience démocratique a fait émerger une figure historique nouvelle. L'individu libre de son corps et de sa conscience. L'étudiant, le commerçant, l'entrepreneur, le médecin, ils allaient peu à peu oser remettre en question le pouvoir des monarchies absolues et de l'Église. La liberté a gagné son pari en Europe lorsqu'elle a incarné l'espérance de cet individu qui n'avait rien à perdre et un monde à gagner.